Il n'y a pas à dire, hein, c'était quand même mieux avant. Hein. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Et oui, difficile à croire aujourd'hui, mais pendant près d'un demi-siècle, ici, l'automobile a eu tous les droits, ou presque, comme celui de klaxonner partout, ou encore de défigurer les plus belles places de la capitale, transformées en parking géant. Longtemps accueillie à bras ouverts, la bagnole n'est aujourd'hui plus la bienvenue, telle une reine déchue. La voici pourchassée, vilipendée, accusée de tous les maux, ou presque. En 2 décennies, on est passé de la passion au désamour, à tel point aujourd'hui que seul un ménage parisien sur 3 possède une voiture. Alors comment en est-on arrivé là? Paris fait-elle figure d'exception? Et est-on passé d'un extrême à un autre? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Paris et la bagnole, c'est l'histoire de 2 êtres éperdus l'un de l'autre, mais dont la cohabitation s'avère vite impossible. Pour les automobilistes, reste le souvenir d'un âge d'or, celui des années Pompidou, lorsque la ville fut priée de s'adapter à marche forcée à leurs besoins. Construction du périph', des voies sur berge, la voiture rêve alors toujours plus grand, quitte à s'arroger tous les droits ou presque. Alors comment expliquer cette politique du tout automobile? Entretien avec un historien spécialiste des mobilités. Nous nous intéresserons ensuite au crépuscule de cette relation passionnelle lorsque Paris se décida à fricoter avec des prétendants longtemps éconduits. Vélos, bus, tramways s'emparent progressivement de la chaussée à partir des années 2000. Alors jusqu'où ira cette lente rupture de Paris avec l'automobile, alors que désormais moins d'un déplacement sur 10 s'effectue en voiture dans la capitale? Et le périph' sera-t-il la prochaine victime de ce revirement? C'est ce que nous verrons avec une architecte urbaniste. Oh la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Impossible de se garer, impossible de circuler si l'on en croit les automobilistes parisiens. Tout est de la faute de la mer actuelle, alors que c'était bien pire. Avant, les archives ne mentent jamais, même le périph' fut saturé dès son premier jour d'ouverture en 1973. Pourtant, à l'époque, rien n'était trop beau pour la reine du bitume, la bagnole. Regard dans le rétro, signé Didier Morel. Dès les années 50, la voiture pose problème. On compte à Paris 850 000 véhicules, 2 fois plus qu'en 1939. Des véhicules qui sont vite à l'arrêt. Avez-vous vraiment besoin de votre voiture, madame? N'utilisez pas votre voiture sans nécessité et ne stationnez pas trop longtemps, c'est le conseil du préfet de police. Les bagnoles sont partout. Les places se transforment en parking sauvage, très vite saturés. Alors on creuse, comme ici sur les Champs-Élysées, ou là, à Haussmann. Reste à attirer ces messieurs dans ces parkings payants en sous-sol. Durant 3 jours, 30 jeunes autostoppeuses inviteront les automobilistes à les accompagner pour découvrir cette nouvelle station service parking. Il faut adapter la ville à l'automobile. La formule est célèbre. Dès les années 60, Georges Pompidou transforme la capitale. Monsieur Georges Pompidou déclarait: on a trouvé le moyen de faire traverser tout Paris par une voie moderne, sans en altérer le site. 1967, Pompidou, alors Premier ministre, inaugure en grande pompe les voies sur berge. Il lance l'époque du tout auto. Un toboggan provisoire est même construit. Il passe en hauteur devant les fenêtres du Louvre. On a compté sur ce tronçon 1400 voitures heure. Nouveau cadeau fait aux automobilistes, le périphérique. Dans une grande ville comme Paris, par exemple, il doit y avoir des voies rapides pour traverser Paris du nord au sud, de l'est en ouest et d'ouest en est, et autour de la grande ville. À peine inauguré, le périph' est déjà saturé. Rien n'y fait. Les embouteillages continuent de grossir au fil des années. Alors le président ressort de ses cartons un projet fou, un plan autoroutier pour Paris intramuros. Il envisageait même de faire déboucher l'A6, place d'Enfer Rochereau. Heureusement, la crise mettra fin à ce délire du tout auto. Il faut attendre 1989 et Jacques Chirac, alors maire de Paris, pour un projet anti-bouchon à peine croyable. Des autoroutes urbaines sous la capitale. Il s'agit ni plus ni moins que de créer un réseau d'une 50aine de kilomètres d'autoroutes à travers le sous-sol de la ville. Projet vite abandonné au profit d'axes rouges, interdiction de stationner pour fluidifier le trafic. Mais la tentative reste vaine, une fois de plus.
Bonjour Mathieu Flonneau. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes historien spécialiste des mobilités, maître de conférence à Paris 1, Panthéon-La Sorbonne, et vous venez de sortir cet ouvrage avec un collectif, pour en finir avec le petit Paris, aux éditions Archi City. Alors avec vous, j'aimerais qu'on revienne sur ces 40 ans, sur ces années Pompidou, version XXL, durant lesquelles la voiture a été la reine incontestée de la chaussée parisienne. On a l'impression que tout lui était dû finalement à cette voiture, comme s'il y avait une priorité absolue pour elle. Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est partiellement vrai. Les 30 Glorieuses étaient une période d'espoir. C'est la période à laquelle on prolonge le métro, c'est la période à laquelle on pense le RER. Et l'automobile, qu'elle fut produite chez Panhard, ici même, qu'elle fut produite chez Citroën, qu'elle fut produite chez Renault, à Boulogne-Billancourt ou un peu plus loin à Poissy, eh bien vous aviez un écosystème industriel qui apportait de la richesse. Et donc on a créé plein de choses. On a créé, et là nous la voyons, la voie express rive droite, pour échapper à Paris, gagner les autoroutes, gagner l'Est, mais le Sud, le Nord, pareil. Et donc évidemment, il y a eu une violence de certains équipements, dans un contexte où la ville n'était pas touristique. Il serait très anachronique, et donc c'est le péché mortel de l'historien, comme vous le savez, de considérer que vous aviez là une politique qui était consciente de ses nuisances. Non, on était conscient de créer de la prospérité dans la ville. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on n'aura jamais construit autant de routes et d'autoroutes urbaines pendant cette période, mais qu'au final, dans les années 80, c'est peut-être la période où la congestion automobile est la plus forte dans la capitale. Alors ce point est discutable, et sur la voie express, sur le périphérique parisien, les vitesses moyennes étaient réellement 2 fois plus élevées que sur le reste du réseau parisien. Et donc la congestion, effectivement, elle est là. Elle n'a pas beaucoup changé à certains égards. Et de ce point de vue-là, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que les espoirs qui étaient mis dans ces voies, et il y a eu des projets que l'on qualifie parfois de fous, mais qui répondaient à une rationalité d'ingénieurs auxquels on demandait de faire circuler la ville. Et leur réponse d'ingénieur, elle était assez efficace. Alors évidemment, elle n'était plus en adéquation avec les exigences environnementales et naturellement patrimoniales, parce que Paris se redécouvre à cette période comme étant la ville lumière. On a quand même échappé au pire, ça s'est joué à pas grand-chose. On a failli avoir l'autoroute A10 prolongée jusqu'à Montparnasse. C'est devenu la coulée verte aujourd'hui. On a même l'autoroute A1 qui devait arriver au pied du génie de la Bastille. Celui qui a mis un peu le holà à tout ça, c'est Jacques Chirac, peut-être premier maire élu à Paris en 1977, maire de droite évidemment, puisque c'est lui qui va mettre fin à ces projets autoroutiers, c'est lui qui développe le stationnement payant, qui met fin au stationnement sauvage, mais qui dans le même temps va développer les axes rouges qui sont des sortes de mini-autoroutes urbaines où on ne peut pas stationner. Jacques Chirac est plus attentif à la parole des habitants de la capitale. Et Paris-Village, la problématique apparaît à cette période, mais le renversement, il ne date pas de Jacques Chirac, il date déjà de la période Pompidou. Et c'est là qu'il y a évidemment un paradoxe. C'est que l'on le voit comme le constructeur de la voie express, alors que c'était un amoureux de la ville de Paris, un lettré, un humaniste. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de volonté, je reviens sur le mot, de défigurer la capitale. Il y a eu une régulation. Et donc les édiles de l'époque et les responsables publics de l'époque n'étaient pas moins préoccupés du bien des citoyens qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui. Simplement, le contexte était radicalement différent. Merci beaucoup Mathieu Flonneau pour toutes ces précisions. Maintenant, on va s'intéresser à la période un peu plus actuelle et celle de cette fin de l'âge d'or de l'automobile dans Paris. C'est une rétrospective signée Denis Tanchereau. Aujourd'hui, sur le quai Voltaire, la voiture, c'est la portion congrue. Elle a dû laisser la place à une large piste cyclable et à un couloir réservé aux bus. Mais pour en arriver là, la route a été longue. Premier coup porté aux tout-voitures dans la capitale, la fermeture des voies sur berge, ici rive droite en 1995. D'abord seulement les dimanches, puis définitivement. Super agréable. Ça pouvait être tout le temps comme ça. En 2002, Paris-Plage remplace les pots d'échappement par du sable et des palmiers. Avec une baisse de la circulation automobile de plus de 10% depuis 2001, des résultats, même insuffisants, sont déjà perceptibles. La voie express rive gauche devient à son tour piétonne en 2013. Pouvoir se balader à pied sans voiture, c'est vraiment ça le gros plus, quoi. En fait, un espèce de Paris-Plage accessible toute l'année. Les bus vont eux aussi petit à petit empiéter sur l'espace dévolu aux voitures. Boulevard du Montparnasse, en 2004, une voie centrale voit le jour, provoquant de vifs débats entre pour et contre.
Vous aimez gueuler très Non, fort? j'aime pas sans gueuler, écouter je suis les ovations, furieux. on vous entend. Écoutez monsieur, j'habite le quartier, je trouve bizarrement l'air beaucoup plus léger ce matin qu'avant. Finalement, aujourd'hui, plus personne ne s'en plaint. La nouvelle bataille depuis 10 ans, ce sont les pistes cyclables. Après le tout voiture des 30 Glorieuses, la ville se veut plus accessible et apaisée avec des trottoirs plus larges, des quartiers sans voiture et une limitation de la vitesse à 30 km/h dans les rues et 50 sur le périph'. Bonjour Nathalie Roseau. Bonjour Bertrand. Vous êtes architecte et professeur d'urbanisme à l'École nationale des ponts et chaussées. On se retrouve là sur la voie Georges Pompidou où les piétons ont donc définitivement remplacé les voitures. Ce n'est pas vraiment ce qui avait été envisagé lors de l'inauguration en 1967. Et cette transformation, elle est un peu le symbole de cette politique volontariste de la mairie de Paris, vue parfois par certains comme trop radicale. Est-ce que c'est le cas si on se compare à ce qui se passe à l'étranger dans d'autres capitales ? Alors, la réduction de l'emprise de l'automobile en fait, dans la ville, et notamment dans les villes-centres, c'est un mouvement général qui touche les villes dans le monde avec des dispositifs qui peuvent être différents, qu'il s'agisse du péage, des zones à Londres. Voilà, à Londres exactement, de centres-villes historiques comme en Italie par exemple, qui sont réservés plutôt aux résidents, ou d'obligation d'avoir un stationnement par exemple comme les villes de Hong Kong. Donc Paris n'échappe pas à ce mouvement. Donc c'est une politique qui est à la fois radicale parce qu'elle est claire en fait dans les objectifs qui sont affichés, peut-être un peu timide parce qu'elle se traduit par toute une série de mesures en fait qui ne sont pas forcément toutes bien comprises. Alors en 20 ans, le nombre de voitures en circulation a diminué de 50%, a été divisé par 2, c'est considérable. Aujourd'hui, il y a moins d'un déplacement sur 10 qui se fait en voiture dans Paris, c'est en constante diminution. Finalement, la voiture individuelle ne serait pas une parenthèse qui va se refermer nécessairement dans Paris? La voiture individuelle, elle peut être utile, ne serait-ce que parce qu'il y a des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées. Donc cette automobilité, elle est importante. Mais la voiture en ville, comme étant l'idée d'une voiture qui appartienne à chacun, et donc avec un volume qui serait considérable en fait, à l'échelle de villes historiques, c'est un peu effectivement une aberration dans la mesure où il ne s'agit plus du tout d'adapter la ville à l'automobile, mais au contraire d'adapter l'automobile ou le transport en fait, à la ville, ou en tout cas de trouver un équilibre entre les deux. Désormais, c'est le périphérique qui est dans le viseur de la municipalité. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que vraiment Paris peut rompre définitivement avec la voiture? Alors, le boulevard périphérique, c'est vraiment une pièce maîtresse de Paris et du Grand Paris. C'est l'autoroute la plus fréquentée d'Europe. Effectivement, aujourd'hui, c'est 1 million de véhicules par jour sur ce périph' qui circulent et 90% des conducteurs sont seuls à bord. Voilà. Donc, réinvestir le boulevard périphérique pour réaménager en fait, des espaces qui pourraient accueillir des parcs, des bois, etc. C'est aussi finalement renouer avec l'origine de cette ceinture. C'était là où se sont installées les dernières fortifications. Et quand il s'est agi de les déclasser, donc en 1919, on a réfléchi à un projet de ceinture verte qui accueillait un boulevard, un parkway, mais aussi d'autres aménités urbaines. La cité universitaire, par exemple, a été l'une de ces réalisations. Dans un contexte où il faut atténuer les émissions de gaz à effet de serre et en même temps s'adapter aux dérèglements globaux, et notamment à des épisodes caniculaires qui vont être très importants. Récupérer cet espace, se réapproprier cet espace est une formidable opportunité pour des projets d'aménagement de grande échelle qui concerneraient Paris et le Grand Paris et qui s'adapteraient aux dérèglements globaux que l'on connaît. Merci beaucoup Nathalie Roseau d'être venue dans Paris Go. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur cette relation passionnelle entre Paris et la bagnole, une relation qui ne laisse personne indifférent et dont l'issue est encore très incertaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!